Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier et je vous présente tous mes vœux en cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite le meilleur en tout, de la joie, du bonheur, de très belles passions, des découvertes, et puis toujours regarder vers le ciel, garder la tête haute, ne pas se laisser trop submerger, imprégner par évidemment l'ambiance autour de nous qui n'est pas une ambiance très heureuse. Voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment de très belles choses, et puis j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, votre présence virtuelle, mais présence quand même, hein, durant toute l'année, hein, de l'attention que vous avez témoignée à mes différents messages, différentes vidéos. Voilà, écoutez, j'espère que cette année va être pour vous une année constructive, qu'elle va vous aider à pouvoir réaliser certains de vos rêves, ou en mettre certains en route. Bref, une année qui va être fertile et créative sur tous les plans. Et puis, une excellente santé, bien sûr. C'est un petit peu banal de dire ça, mais sans la santé, eh bien, écoutez, rien n'est viable. Et puis beaucoup d'amour aussi, bien sûr, parce que l'amour est une formidable énergie. Et sans amour, eh bien, écoutez, on devient sec comme une vieille branche qui finit par craquer. Voilà. Alors donc, comme vous le savez, tous les ans, j'ai l'habitude de vous faire une sorte de révolution solaire annuelle. Vous êtes un petit peu habitué maintenant à mon rendez-vous. Alors, il faut prendre le terme de révolution solaire annuelle avec beaucoup de recul, puisque, évidemment, je ne fais pas de calcul à partir de l'heure exacte. Je le fais, vous voyez, pour 0 heure, le 1er janvier. Voilà. Donc tous les ans, évidemment, le soleil se retrouve au 10 degrés 46 du signe du Capricorne, puisque c'est le retour du soleil sur sa position, je dirais, natale, d'où le terme révolution solaire. Alors je ne domifie pas non plus cette figure, parce que si je la domifie, vous voyez, on a l'ascendant vierge, mais simplement on a le même ascendant tous les ans. À quelques degrés près, tous les ans, nous avons la même domification. Donc c'est pour cette raison que je ne domifie pas cette figure, de manière à la laisser ouverte sur le plan mondial, tout simplement. Voilà. Parce que je vais la domifier pour Paris. Paris n'est pas le centre de la France, voilà, donc ça sera une domification qui sera aléatoire. Et puis ça va la circonscrire à la France. Donc je préfère ouvrir mon interprétation, et c'est pour cette raison que je n'inscris pas les maisons. Voilà. Donc cette précision faite, voilà l'état du ciel pour le 1er janvier 2025, que vous voyez présentement sous vos yeux. Nous avons un soleil en Capricorne, une lune en Capricorne, un Pluton à 1 degré du Verseau, Vénus Verseau, Saturne, Neptune en Poisson, Uranus, Taureau, Jupiter, Gémeaux, Mars, Lion, Mercure, Sagittaire et l'axe des nœuds, Bélier, Balance. Et puis ça, c'est la planète Eris qui est toujours en Bélier, mais que, bon, pour l'instant, je ne prends pas en compte, parce que d'abord, elle est en dehors de notre système solaire, et puis nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour pouvoir vraiment tirer de réelles analyses, surtout qu'elle a un cycle à peu près de 450 ans, vous voyez. Donc je la positionne, il est vrai, mais je ne vais pas en tenir compte dans mon interprétation. Alors voilà l'état du ciel. Alors que vous dire, évidemment, nous avons l'opposition Mars-Pluton qui est inscrite. Voilà. L'opposition Mars-Pluton qui trouve sa résolution par Neptune. Lequel Neptune envoie plutôt des beaux aspects. Mais voilà, Neptune nourrit, élargit, exagère cette opposition Mars-Pluton. Donc ce Neptune-là, qui est au sextile et au trigone, est en fin de compte à double tranchant. Il tendrait à vouloir pacifier cette opposition, mais en définitive,
Pour moi, il ne fait que l'augmenter, l'amplifier, lui donner un caractère flou. Il participe, si vous voulez, à la propagation de l'énergie de l'opposition Mars-Pluton. Alors, je voulais faire une petite, quand même, répondre à certaines personnes. Je vais en profiter, là. Tenez. Alors, j'ai une personne, entre autres, qui a déclaré dans un commentaire, et j'espère qu'elle va m'entendre, que mon astrologie appartenait à un ancien monde. Alors, moi, je veux bien l'entendre, ça, hein, mais nous sommes encore beaucoup à pratiquer cette astrologie de l'ancien monde. Mais moi, je serais curieux de voir quelle est l'astrologie du nouveau monde. Donc, j'aimerais bien que ces personnes-là nous en fassent la démonstration. Qu'est-ce que l'astrologie du nouveau monde? En quoi se résume-t-elle? Quels sont ses fondements, sa symbolique, son système? Moi, j'attends que ces gens qui sont bien planqués derrière leur ordinateur, qui font leurs petits commentaires en loose day, viennent s'exposer et démontrent leurs arguments. Je suis même prêt à faire des vidéos en direct avec eux, travailler sur des thèmes en aveugle et qui viennent démontrer leur système, leur astrologie du nouveau monde. Ah, ça c'est merveilleux. Et je suis gourmand, curieux de la découvrir, cette astrologie du nouveau monde. Mais j'attends qu'ils fassent la démonstration. Et moi, eh bien écoutez, pour l'instant, je reste accroché à mon astrologie de l'ancien monde. Voilà. Et puis enfin, à propos de Neptune. Ah, Neptune. Alors évidemment, il me manque la dimension spirituelle. Bon, je suis dénué de toute dimension spirituelle puisque j'ai une mauvaise interprétation de Neptune. Je le réduis. Voilà. Alors bon, je veux bien entendre qu'il me manque une dimension spirituelle. Je suis qu'un pauvre petit astrologue pétri par un matérialisme dialectique. Allez savoir. Bon, je veux bien l'entendre, mais navré, mais Neptune revêt plusieurs formes. C'est la plasticité psychique. Neptune peut donner des choses prodigieuses, peut donner des êtres qui atteignent des degrés effectivement de réalisation, de spiritualité, de créativité absolument extraordinaires, comme ça peut vous donner les pires dérives, les gens qui vont basculer dans des univers où le moi va complètement se dissoudre, mais ce n'est pas, je dirais, la disparition de l'ego, c'est les gens qui vont se perdre, qui vont se dissoudre et qui vont se noyer. Hein. Donc tout dépend comment sont vécues les planètes. Il en va de même pour Pluton. Pluton peut être une planète de régénération, d'évolution, comme je dis. Pluton est la transcendance de Neptune et d'Uranus, puisqu'il est l'addition des deux cycles, il les contient. Hein. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, avoir des opinions si tranchées et porter non pas des accusations, mais des appréciations à l'emporte-pièce comme ça sur les uns et sur les autres. Ça m'agace au plus haut point. Voilà. Quand vous faites quelque chose, eh bien écoutez, démontrez-le, prenez des risques, mouillez-vous, ou alors vous vous taisez. Voilà. C'est terminé, vous voyez, je commence bien l'année, je suis très dans le monde de Neptune, très zen et en état de méditation. Vous voyez, ça commence bien, mais je voulais quand même mettre les points sur les i et les barreauter, comme disait ma mère, parce qu'il y a des moments, ça commence quand même sérieusement à m'agacer. Donc voilà. Et donc, disais-je, Neptune, là pour moi, par rapport à l'opposition Mars-Pluton, il l'amplifie, il la nourrit. On pourrait y voir une valeur de pacification. Alors, sans doute participe-t-il quand même à cette valeur peut-être d'atténuation, mais reste qu'il n'en empêche pas la manifestation, et nous avons eu malheureusement encore un exemple épouvantable avec cette voiture bélier aux États-Unis, qui a fait peut-être maintenant plus de 10 morts et un nombre considérable de blessés. Le chauffeur est descendu avec une arme de guerre. Heureusement qu'il a été intercepté à temps, sinon il aurait pu commettre un massacre épouvantable. Donc on voit la dangerosité de cette opposition Mars-Pluton, la guerre, la terreur, donc le terrorisme qui peut frapper à tout instant et d'une façon sournoise par Neptune, n'en déplaise à certains. Et là, je suis dans un plan d'astrologie mondiale, comme je vous l'ai dit, la symbolique mondiale change. Donc voilà ce premier aspect. Alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport au climat? On a déjà eu donc un exemple.
Donc on va être quand même dans un climat encore, durant une bonne partie de l'année, sous Mars-Pluton, puisque évidemment, au bout d'un moment, Mars va lâcher son lien avec Pluton, mais on l'a encore durant un bon petit moment. Donc on a à peu près, écoutez, cet aspect Mars-Pluton qui va quand même durer jusqu'au mois de mars. Hein. Et puis après, progressivement, la configuration va se défaire. Hein. Au même titre que nous avons une opposition Jupiter-Mercure, vous voyez, bon, eh bien Jupiter, à partir du mois de juin, va rentrer en Cancer. Mais durant tout le premier semestre, il va encore se promener dans le signe des Gémeaux. Donc on a un Jupiter qui est en chute, qui est en exil. Veuillez m'excuser. Hein. Et actuellement, on voit que nous avons le carré Jupiter-Saturne, qui n'est pas du tout un bon cycle pour l'Europe. Pour rester dans l'aspect de l'astrologie mondiale, c'est pas un bon cycle pour l'Europe. Ce carré, ça veut dire qu'il y a une problématique au niveau de l'Europe. Tout est bloqué, rien ne va. Hein. Et évidemment, on voit la situation qui est en train de se profiler. L'arrivée de M. Donald Trump le 20 janvier, lorsqu'il va prêter serment, bah, l'Europe, pour lui, il n'en a rien à faire. Hein. Pour lui, l'Europe, ça n'existe pas. Donc on risque en Europe de se retrouver très très isolé et dans une très très fâcheuse position. On voit que Mercure en plus participe de tout ça, ce qui veut dire qu'il y a besoin de tirer les choses au clair, et on voit que c'est très compliqué, opposition carrée, hein. Donc ça va pas être une paire de tenailles, si j'ose dire, pour arriver à rétablir la situation sur le plan de l'Union européenne. C'est pas gagné, je vous prie de le croire. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est cette lune en Capricorne. On sort de la nouvelle lune. La nouvelle lune a eu lieu le 30 décembre. Hein. Elle était à 6 degrés du Capricorne. Hein, une nouvelle lune en Capricorne. Et là, on est dans la suite de cette nouvelle lune. Et la lune est en train de se rapprocher de Pluton. Elle est dans la conjonction de Pluton. Hein. Et donc, la lune, c'est ce qui marque le peuple. C'est ce qui marque le collectif. Et on a un collectif qui est quand même dans le signe du Capricorne. La lune en Capricorne, elle est également en exil et elle se dirige vers Pluton. Donc on voit qu'il y a là encore cette lune en Capricorne, c'est quoi? Les gens qui ont de plus en plus de difficultés pour vivre. C'est cette lune de précarité, de pauvreté, cette lune de difficulté de vivre. La lune, c'est tout ce qui régit la vie instinctive, mais aussi le pôle affectif, la vie familiale. Eh bien, on voit que les familles qui ont des enfants ont de plus en plus de mal à vivre, sont obligées de compter, de restreindre leur qualité de vie. Saturne joue là sur le plan restrictif. On voit qu'il y a là également des angoisses, des tourments, des inquiétudes. Et oui, les familles qui ont des enfants, eh bien, voilà, comment arriver à subvenir à leurs besoins du mieux que l'on peut. On voit qu'il y a une grande difficulté qui s'exprime. Alors certes, cette lune est au sextile de Neptune, ce qui renforce la valeur affective de tout ça, et au trigone d'Uranus. Bon, alors ça peut évidemment donner des moments de révolte, des moments de colère. Hein. Uranus, n'oublions pas que c'est une planète aussi qui est une planète éruptive, une planète de soudaineté, c'est une planète de révolte, de rébellion, de révolution. Elle est dans le signe du Taureau, qui est le signe de Vénus, qui régit l'oralité. Le Vénus en Taureau, c'est aussi le côté charnel, la joie de vivre, c'est le côté alimentaire, tout ce qui est lié au bonheur, au côté charnel, sensuel. Eh bien, Uranus à l'intérieur, hein, Uranus en Taureau, il est en chute, donc il apporte sa note aussi, je dirais, de sécheresse quelque part. Hein. C'est une planète de feu, au trigone de cette lune, qui peut engendrer des colères, énormes colères, et des mobilisations par Neptune. On a là ce trigone Uranus, sextile la Lune, sextile Neptune. Cette lune-là est chargée, hautement chargée dans cette révolution solaire. Alors évidemment, la Lune bouge, hein, comme vous le savez, elle avance de 1 degré toutes les 2 heures. Hein. Mais dans l'état du ciel de cette révolution solaire annuelle, elle est en Capricorne. Donc ça va marquer encore de la difficulté, et puis aussi sur un plan plus affectif, c'est une lune évidemment triste, mélancolique. Il va y avoir peut-être de plus en plus de solitude, des gens qui vont se sentir seuls, isolés, abandonnés peut-être. Vous voyez, c'est quand même une lune de tristesse. Alors, évidemment, sur un autre plan d'analyse, après, elle est très bonne pour la vie
la vie intérieure, la vie spirituelle. La lune en Capricorne, ce sont des lunes qui sont capables de s'imposer les pires privations pour arriver à leur objectif. C'est pour ça que quelquefois on trouve beaucoup de lunes en Capricorne chez les politiques, parce qu'ils sont capables de tout sacrifier pour assouvir leurs ambitions. Vous trouvez des lunes Capricorne chez Marine Le Pen, chez Manuel Valls, chez François Hollande, Napoléon avait une lune en Capricorne. Vous voyez, ça veut dire que ce sont des gens qui sont capables des pires sacrifices pour arriver à leur objectif. L'ambition de Saturne, la pugnacité, la pérennité. Et avec la lune, on est même capable d'imposer ça à ses proches. Imposer cette vie ascétique, mais qui permet d'atteindre son objectif. Vous voyez, donc c'est quand même pas une lune tout à fait confortable. Alors voilà le climat. On a les deux luminaires, yin-yang, l'âme, l'esprit, le cœur, les sentiments qui sont en Capricorne. Bon, il y a une couleur saturnienne. Vénus, quant à elle. Alors Vénus, là, en mondial, c'est tout ce qui va régir la vie sociale, la vie culturelle, la vie associative. Elle est en Verseau, elle est au carré d'Uranus, et elle est au semi-carré du Soleil. Voilà, donc c'est une Vénus... alors, elle est uranienne, donc c'est pas forcément la Vénus très... C'est une Vénus qui a besoin de se sentir libre pour vivre sa pleine expression. Au carré d'Uranus, donc ça va marquer une Vénus très tranchante qui va avoir envie d'être libre, de s'exprimer librement. Vous savez que la liberté d'expression est de plus en plus menacée. Un peu partout, donc cette Vénus qui a besoin de respirer, de se sentir libre, et carré d'Uranus, ça va marquer des révoltes, et puis ça peut marquer aussi une tentative de limiter son expression par Uranus, et le semi-carré du Soleil qui marque aussi l'autorité dans une astrologie mondiale, qui marque le pouvoir. On va voir qu'il va y avoir encore des tentatives pour limiter cette liberté d'expression vénusienne, qui est la liberté d'expression, je dirais, artistique, créative, et même au niveau, comment dirais-je, de l'expression des valeurs de la vie amoureuse. Eh bien là, on voit qu'il y a une valeur uranienne, donc elle ne va pas, comment dirais-je, s'exprimer d'une façon conformiste. Elle ne va pas traverser dans les clous, donc on a une Vénus très marginale, très révoltée, elle est également très riche. Elle fait un semi-sextile à Neptune, vous voyez, mais alors le semi-sextile est très compliqué à exprimer, et puis sur le plan mondial, c'est un aspect qui est quand même très faible. Donc autant le semi-carré est fort, mais autant le semi-sextile est quand même sur un plan collectif, un aspect qui est quand même assez... Je dirais c'est un aspect intermédiaire, mais très fragile en soi dans son expression. Ce semi-sextile ne fait pas le poids face à ce semi-carré et à ce carré. Il est complètement dilué, il est écrasé, ce semi-sextile. Voilà. Tout juste marqué une idéalisation des valeurs de Vénus, mais très faiblement. Voilà. Donc, et on voit que cette Vénus a maîtrise sur Uranus, donc elle contient des valeurs d'insurrection et des valeurs également de modernité. Donc, on peut s'attendre peut-être sur ce plan-là. Là, actuellement, avec Boualem Sansa, là, on a un silence absolument édifiant du milieu artistique. Il n'y a aucune mobilisation, il n'y a rien qui est fait, étrangement. Bref, passons. Mercure, lui. Mercure qui marque la communication, la mobilité, les voyages, il est en Gémeaux. Il est en Sagittaire, pardonnez-moi, dans son signe opposé de maîtrise. Je veux dire qu'il y a une opposition par réception mutuelle. Mercure est en Sagittaire et Jupiter est en Gémeaux. Donc c'est une opposition très forte, puisque les gouverneurs s'échangent leurs propres signes. Et cette opposition-là converge vers Saturne. Voyez-vous? Donc là, on voit que tout ce qui est lié à la communication, au déplacement, ne va pas être facile. Il va y avoir des obstacles. Jupiter-Saturne, c'est l'ordre et le droit. Donc, ça va être encore une année qui va être très marquée là-dessus, par tout ce qui va être lié aux valeurs, je dirais, Jupiter, là, au niveau, comment dirais-je, mondial, symbolise le pouvoir, la classe politique. Saturne, c'est l'ordre.
Donc on voit qu'il va y avoir encore des... Là aussi, Mercure qui marque la communication est entravé par Saturne et opposé à Jupiter. Donc on voit que là aussi, la liberté d'expression va être sérieusement, on va tout au moins chercher à la bâillonner, à la contrôler de plus en plus. Donc on voit que les deux facteurs, là, Vénus-Mercure, sont quand même mal en point, je trouve. On a un Mercure-Jupiter qui va avoir envie de s'exprimer pleinement, il va vivre sous la dominante de Jupiter, mais cette dynamique jupitérienne va être entravée. Donc ça va être une année, il va falloir être très prudent, être très attentif à tout ce qui va toucher nos libertés de mouvement, le voyage aussi, Mercure en Sagittaire, marque l'étranger, les possibilités de déplacement. Il est possible qu'il y ait des tentatives pour tout au moins handicaper, réduire tout ce qui relève de la valeur de Mercure. Donc, ce que je viens de vous énumérer. Ensuite, on a Saturne en Poisson. Alors, il va y rester, hein, il va avancer, il va arriver dans les 23e degrés très très rapidement, hein, dans le cours de l'année, là. Hein. Donc, il va se rapprocher progressivement de Neptune, et vous savez qu'il va y avoir, à partir du printemps, l'amorce de la conjonction Saturne-Neptune qui va commencer. Alors, pour l'instant, là, on a un Saturne encore en Poisson qui bloque Jupiter. Ce carré Jupiter-Saturne va se défaire progressivement. Donc Jupiter va pouvoir respirer un petit peu plus. Hein. Ça a été un Jupiter qui a été entravé toute l'année. Hein. Il n'a pas donné ce qu'il aurait dû donner. D'abord, il est en exil et il a été bloqué par Saturne. Donc ce qui veut dire qu'il... j'espère que pour beaucoup d'entre vous, que vous ne vous êtes pas embarqués dans des projets trop ambitieux parce qu'ils ont été contrariés. Hein. Mais, enfin tout au moins, il y a un risque. Mais à partir du printemps, le carré se défait. Et puis Jupiter va rentrer en Cancer, progressivement. Mais il va se mettre au carré du cycle Saturne-Neptune, ce qui n'est pas forcément non plus la meilleure des choses. Hein. Donc c'est un carré, en fin de compte, qui n'est pas fini par rapport à Saturne. Mais il va y avoir donc cette concentration saturno-neptunienne qui va se mettre... Alors écoutez, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Hein. Je ne vais pas revenir dessus. Ça va être un cycle qu'il va falloir surveiller de très près, parce qu'à mon avis, il est vraiment la clé de voûte du trigone Uranus-Pluton à venir. Hein. Donc, ça va être certainement des soulèvements, des renversements de régime. Alors, une chose aussi que j'ai oublié de vous signaler par cette lune en Capricorne qui est conjoint à Pluton, là aussi, et je tiens à en parler, c'est ce combat que mènent les femmes, hein, en Iran, en Afghanistan, hein, pour leur liberté, justement, leur émancipation, qui refusent la charia. Hein. Ces femmes qui font preuve d'un courage absolument admirable. Là aussi, cette lune-là, en Capricorne, conjoint à Pluton, au trigone d'Uranus, justement, ce sont ces femmes-là qui se révoltent, qui veulent leur liberté, justement là. Hein. Et on voit que ce mouvement-là est engagé depuis un moment, et avec Saturne, il va être pérenne, il va durer. Alors évidemment, c'est au risque de leur vie, là. Hein. C'est vraiment épouvantable, et ces femmes sont admirables, et je tenais à leur rendre hommage, et on voit qu'il y a cette couleur lunaire, là, conjoint à Pluton, qui marque le combat de ces femmes, le danger qu'elles courent, parce que c'est la mort, hein, pour certaines, et également la pérennité de ce mouvement. Et je pense que ce mouvement-là, aussi au niveau mondial, va être déclencheur de beaucoup de choses. Je le pense, ça va faire tache d'huile. Hein, ce trigone à Neptune va jouer. Il va y avoir quand même quelque chose qui, au bout d'un moment, va lâcher dans tout ça, et il va se propager sur le plan mondial. Là, nous avons un Mars en Lion. C'est un Mars solaire, il est orgueilleux. Hein, planète de feu dans un signe de feu qui marque le soleil, qui marque le pouvoir. Le soleil, c'est le roi, c'est donc l'autorité. On voit qu'il va y avoir un combat qui va être mené devant toute forme d'autorité, mais autorité qui verse dans l'autoritarisme. Donc là, on voit que ce dieu de la guerre communie avec Neptune. Hein. Bon, c'est un trigone dissocié, mais en astrologie mondiale, les trigones dissociés, il faut être beaucoup plus souple qu'en astrologie individuelle. Mais tout au moins, on a Neptune et Mercure qui convergent ensemble. Et de toute façon, Mars est dans sa phase de rétro. Donc Mars, je voulais dire, Mars et Neptune qui communient, et non pas Mercure.
et Mars va rentrer dans sa phase de rétro et va revenir en Cancer, donc va revenir au trigone de Neptune. Et là, c'est un aspect de mobilisation. Le collectif qui se mobilise au nom de son désir, de ce qu'il estime être son droit, et c'est le combat au service d'un idéal et du collectif. Donc on voit que ce Mars-là est très puissant, et surtout qu'il est opposé à Pluton. Donc attention, c'est quand même un aspect de forte mobilisation, de débordement, de soulèvement, partant du fait qu'il va y avoir le cycle Saturne-Neptune qui va se mettre en place. Donc on peut s'attendre à travers le monde, durant l'année, là, et notamment peut-être le premier semestre, à ce qu'il y ait encore des mouvements et des renversements de régime, peut-être même des guerres civiles dans certains États. Il faut s'attendre à ça. Il faut surveiller ça de très très près. Surtout que le 20 janvier, là, M. Donald Trump va prêter serment sous un ciel qui n'est pas très bon. Mais ça, je vous l'avais déjà montré, hein, le ciel des États-Unis, le jour de l'investiture, le 20 janvier. Hein. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Et il y aura d'ailleurs juste avant une pleine lune, le 13 janvier, qui ne va pas être bonne du tout. Hein, puisque je vais d'ailleurs vous la montrer, mais je ne peux pas vous la montrer. Je crois que ça va être compliqué. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer cette pleine lune là, qui va se faire le 13 janvier? Voilà. Voilà, vous voyez, la pleine lune du 13 janvier 2025, lune conjointe à Mars opposée à Soleil Pluton. C'est pas du tout une pleine lune rassurante du tout, loin de là. Hein. Et 7 jours plus tard, si on avance, hein, le Soleil va être conjoint à Pluton, hein, le 20 janvier, vous voyez, on va avancer d'un jour, on va aller jusqu'au 20 janvier. Voilà, vous voyez, 20 janvier, on aura une conjonction Soleil-Pluton opposée à Mars et avec une lune qui sera au double carré de tout ça. Parce que, alors, je crois que comment dirais-je, ça se passe à 12 heures. Donc, je vais ramener ça à l'heure. Je vais ramener ça à 12 heures, le 20 janvier. 12 heures, voilà. Vous voyez, le 20 janvier à 12 heures, la lune sera au carré de Mercure et il y aura une opposition Mars-Pluton. Et à Washington, pour Washington, ça se fera dans l'axe du méridien, maison 10, maison 4. Voilà, donc on voit vraiment là l'axe qui est touché. Bon, je vais revenir au 1er janvier. Voilà, 1er janvier. Bon, alors là, la lune est un peu avancée, parce que non, vous voyez, à midi, le 1er janvier à midi, là, je suis à 12h26, vous voyez, la lune sera conjointe à Pluton, opposée à Mars, vous voyez, là. Là, c'était pour le 1er janvier 2025, mais nous sommes le 2, je vous parle le 2 janvier, donc la lune sera avancée. Donc, je vais revenir au 1er, veuillez m'excuser, à 0 heure, parce que sinon je vais vous amener de la confusion, parce que là j'étais en train de visualiser autre chose. Voilà, je reviens à mon premier propos, veuillez m'excuser, parce que je suis allé un petit peu loin, et c'est pas nécessaire, c'est un petit peu même prématuré pour l'instant, donc je vais me garder d'aller plus loin. Donc voilà un peu l'état de ce ciel, puis vous voyez, on a quand même un Neptune qui est aligné sur l'axe des nœuds près du nœud nord. Donc ce Neptune, là, en Poisson, marque évidemment des fortes montées en émotion, des mobilisations. Neptune, c'est pas le singulier, hein, c'est le pluriel, et il est sur le nœud nord. Donc on voit qu'il va y avoir là indéniablement une accentuation du pôle neptunien. Donc surtout que Neptune va faire son entrée en Bélier, hein, cette année, et il va y rester très très longtemps. Hein. Il va y rester quand même une bonne petite partie de l'année 2025. Je vais vous dire ça tout de suite. Neptune rentre en Bélier au mois d'avril et il en sortira au mois d'octobre. Vous voyez, tout de même, hein, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, il va faire planter son trident dans le feu de Mars du Bélier. Donc autant vous dire que tout l'état confusionnel, mélange des genres, là, la fourche
les pointes du trident de Poséidon dans le feu de Mars du Bélier, il va y avoir une remise des pendules à l'heure, une remise au pas. Ça risque de ne pas être gentil ni confortable là. La propagation de Neptune va subir la volonté de Mars. Là, il n'est plus dans son signe, il est dans le signe de Mars, qui est un signe avec le signe du Bélier, qui est un signe directif, d'élan. Hein. Attention, il va y avoir des remises à l'heure qui vont être très très dures, martiales. Et je peux vous dire que là, ça risque de faire mal. Hein. Il y en a certains qui vont passer un mauvais quart d'heure, là, hein. C'est certain. On voit d'ailleurs ce qui se prépare aux États-Unis avec Donald Trump par rapport au wokisme. Hein. Je peux vous dire qu'il ne va pas perdre de temps. Et là, ça correspond tout à fait. Hein. Cette confusion des gens, cette espèce de panade qui s'est mise en place, avec l'arrivée de Saturne, en plus, principe de réalité, qui va également faire sa petite entrée là, je peux vous dire que ça ne va pas être gentil. Hein. Ça va être carré et ils ne vont pas faire dans la dentelle. Hein. C'est clair. Hein. Surtout que Donald Trump va bénéficier encore durant tout le premier semestre du soutien de Jupiter. Hein. Donc il ne va pas perdre de temps, je peux vous dire. Hein. Donc voilà, et sur un climat général, il n'y a pas que les États-Unis, mais les États-Unis quand même sur le plan mondial, ça compte. Sur un plan collectif, un peu partout, hein, ça va quand même, ça va coincer aux entournures. Hein. Ça ne va pas être gentil. Non, ça ne va pas du tout être cool. Hein. Là, Neptune va devoir suivre les directives de Mars. Donc, tout ce qui régit le tissu émotionnel humain va quand même subir le tranchant et la pointe de Mars. Et en plus, on a un Mars qui est au trigone de Neptune, qui ne fait qu'annoncer la couleur, vous voyez, déjà au début de l'année. Écoutez, voilà ce que je pouvais succinctement vous dire sur cette nouvelle année. Ne pas vous faire une vidéo fleuve, ça ne sert à rien. Alors évidemment, tout ceci est un instantané, les planètes vont se déplacer. Hein. Comme je vous l'avais signalé, Jupiter va rentrer en Cancer en juin. Neptune fait une entrée assez importante en Bélier, puis il va revenir en Poisson et rentrera en 2026 en Bélier, en même titre que Saturne. Hein. Uranus, lui, va avancer progressivement, là, et Uranus va faire une entrée aussi en Gémeaux durant 4 mois. Hein. Il va aller jusqu'à 1 degré du Gémeaux, et je vais vous dire ça, c'est juste en fin d'année. Uranus va rentrer en août, d'août à novembre. Uranus va faire une entrée en Gémeaux, novembre 2025, bien sûr. Hein. Il ira à 1 degré du Gémeaux, il reviendra encore en Taureau. Donc, on voit que les planètes commencent à prendre petit à petit contact avec le futur signe qu'elles vont traverser. Hein. Donc, on voit qu'on est dans une période là de basculement, de transition. Et comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, jusqu'à présent, on a été régi par des forces chtoniennes, Pluton en Capricorne, Uranus en Taureau, Neptune en Poisson, de l'eau et de la terre. Et d'un seul coup, nous allons basculer vers des forces ouraniennes, c'est-à-dire de l'air et du feu. Donc sur le plan mondial, on va changer complètement d'énergie, et nous, on va baigner dans cette nouvelle énergie. Ça va être un basculement assez brutal, abrupt, qui va nous demander de nous adapter, et on va changer complètement d'énergie. C'est-à-dire qu'on va baigner dans une autre atmosphère et un autre courant d'énergie. Alors c'est toujours pareil, hein. Comme je le dis toujours, les configurations, les aspects sont également ce que nous allons en faire. Hein. Alors ça peut être extrêmement bénéfique, tout ceci. On est dans des valeurs d'extraversion, des valeurs vraiment de comment dirais-je, d'éruption, hein, et des valeurs même d'incarnation, hein, là, qui sont évidemment très intéressantes, hein, mais attention à ce que nous allons en faire et à ce que ça va donner. Hein. C'est toujours la même chose. Hein, parce que là, on n'est pas dans des configurations de patience, hein, ni de retenue. Hein. Saturne en Bélier, il est en chute. Hein, il est sous la maîtrise de Mars. Uranus en Gémeaux, ça va être électrique. Hein. Uranus, planète de feu dans le signe d'air des Gémeaux, Mercure, le système nerveux, la rapidité, et Pluton, lui, qui va rentrer dans le signe des Verseaux, qui va être sous la maîtrise d'Uranus. Donc c'est des aspects de rapidité, d'instantanéité
Et il n'y a pas de patience, il n'y a pas de secondarité, rien du tout. Donc attention, attention de ne pas se laisser emporter. Et puis après, attention, attention à ce qu'on va engendrer. Il va falloir vraiment faire preuve de beaucoup de prudence. Et là, on n'est pas dans des configurations de prudence du tout. On est dans des emballements, c'est-à-dire c'est comme si d'un seul coup, on allait respirer, vous voyez, et puis on est enivré par ce nouveau souffle, cette respiration. Et puis l'enivrement peut nous conduire à commettre des erreurs, des catastrophes, comme à construire de très belles choses aussi, bien entendu. Voilà. Alors après, dans les thèmes individuels, tout dépend de vos thèmes respectifs, des configurations, des secteurs, vous savez tout ça. Évidemment, mais j'entends sur un plan mondial, ça va être très intéressant, riche à observer, il va y avoir des choses formidables, mais attention à ça peut faire du dégât, c'est sûr, ça peut laisser les gens sur le bas-côté. Neptune en bélier, tu suis la directive ou alors on te botte en touche. Ça peut être ça, hein. Ça peut être très radical, extrêmement directif. Eh bien voilà, écoutez, je vais arrêter ici ma logorée de début d'année. Je vous souhaite à nouveau une très belle année. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a intéressé. Ça permet qu'elle soit bien référencée par Google. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous aussi à mon site internet parce que je voulais vous signaler que j'ai mis en ligne sur mon site internet le texte de la conférence que j'ai donnée le 12 octobre 2024 dans le cadre de la FDAF, la Fédération des astrologues francophones. Marc Brun, le président, m'a fait le grand honneur de m'inviter à m'exprimer dans le cadre, puisque je ne fais pas partie de la FDAF. Donc si vous voulez prendre connaissance de cette conférence, il faut vous rendre sur mon site internet. Voilà, puisque c'est un texte écrit, évidemment, vous pourrez être un petit peu redondant dans mes propos. Voilà, eh bien écoutez, agréable journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.